Salut, c'est Yanis pour overclocking.com et on se retrouve pour un nouveau Fast Pass vidéo dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware et tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes. Et au programme aujourd'hui, on va parler de la disponibilité des composants, du lancement de la 11e génération d'Intel, mais aussi des APU d'AMD et de la 3080 Ti qui approchent. On démarre en douceur avec du stockage, tout d'abord du côté de Kingston qui annonce une nouvelle série de SSD, les NV1 au format M2 NVMe. Ils sont toujours sur du PCI Express 3.0 avec une fiche technique malheureusement très évasive, on ne sait pas quel type de mémoire est utilisé ni même le modèle du contrôleur. Les débits annoncés sont de 2,1 Go par seconde en lecture et 1,7 Go par seconde en écriture, avec une endurance allant de 120 Teraoctets à 480 Teraoctets pour le modèle 2 Tera. Mushkin, une marque moins connue en France, a elle annoncé deux nouveaux SSD avec les séries Delta et Gamma. Les capacités vont de 1 à 4 Teraoctets, toujours sur du format M2. Les Delta utilisent de la mémoire QLC, un contrôleur Phison E16, et l'interface se fait avec 4 lignes PCI Express 4.0, ce qui permet de monter à 5 Go par seconde en lecture. Les Gamma sont plus performants avec jusqu'à 7 Go par seconde en lecture et 6,8 Go par seconde en écriture, toujours avec la mémoire QLC. Les gains sont obtenus grâce au passage à un contrôleur Phison E18, mais il n'y a par contre aucune information sur la taille du cache SLC de ces deux modèles. Corsair rafraîchit une partie de ses alimentations avec une nouvelle série de RM-X avec un ventilateur mis à jour pour utiliser un roulement à lévitation magnétique comme les ML120 de la marque. Le design est aussi légèrement modifié avec une grille au motif triangulaire. Foxconn, qui assemble énormément de produits pour de multiples marques comme Apple, Dell ou encore Microsoft, n'est pas très optimiste sur la situation actuelle très tendue des semi-conducteurs. Young Liu, président de l'entreprise, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 30 mars, je cite, que l'approvisionnement au cours des 2 premiers mois de ce trimestre était encore correct, cependant nous commençons à avoir des difficultés de production, nous manquons de semi-conducteurs. Foxconn prévoit donc de réduire 10% de ses expéditions, ce qui n'est pas vraiment bon signe vu la puissance de cet acteur qui peut normalement faire pression pour avoir accès aux ressources nécessaires à sa production. Le président de Foxconn estime que la crise est là pour durer. Pour lui, la situation pourrait au moins se prolonger jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2022. Pas sûr donc que des jours meilleurs pour le hardware arrivent rapidement. On passe à Intel qui a lancé officiellement sa 11e génération de processeurs pour PC fixe. On a déjà beaucoup parlé ici, il n'y a donc pas de grande surprise car beaucoup d'informations avaient fuité. Des processeurs se sont même retrouvés en vente avant la date officielle, ce qui a permis à certains testeurs de publier leurs tests avant le 30 mars. Désormais, toute la gamme est dispo chez les revendeurs et en dehors du 11900K qui est en rupture au moment de faire cette vidéo, il semble y avoir du stock. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les performances, nos tests du 11600K et 11900K, le flagship, sont dispo sur overclocking.com. Côté prix, c'est assez mitigé, les i5 dont le 11400F sont bien placés face à AMD, mais en passant au i7 et au i9, c'est un peu plus difficile à justifier. Alors justement, si votre budget est plus limité, Intel devrait faire d'importantes réductions sur la 10e génération afin de liquider le stock de ses puces. C'est en tout cas ce que constate TechSpot aux États-Unis, mais pas sûr que ça s'applique aussi bien en Europe. A voir si les gros i9 comme le 10850K vont en profiter chez nos revendeurs, ce qui pourrait rendre la puce intéressante. On avait déjà évoqué le support de l'OC mémoire sur les nouveaux chipsets B et H, mais il y a un autre point qui pourrait donner un gros intérêt à ces chipsets. En effet, Gigabyte a communiqué sur les capacités de ses B560 Aorus. Certaines de ces cartes permettent un bon niveau d'overclocking avec une partie alimentation soignée. Même si l'overclocking du processeur n'est pas possible car le coefficient reste bloqué sur ces chipsets, les technos de boost d'Intel sont disponibles et permettent au 11900K de booster à 5,1 GHz sur tous les cœurs sur ces cartes d'après Gigabyte. A voir en pratique ce que ça donne car Gigabyte n'a pas détaillé les conditions du test. On reste dans le thème Rocket Lake avec G-Skill qui a lancé plusieurs kits de DDR4 compatibles avec cette nouvelle génération qui aime bien les kits haute fréquence avec son nouveau contrôleur mémoire. G-Skill va proposer un kit composé de 2 barrettes de 8 Go à une fréquence de 5333 MHz, ce qui est très impressionnant pour du fonctionnement H24 en sortie de boîte. Il y a aussi un kit à 4800 MHz en CL17 pour ceux qui recherchent des timings plus serrés, ou encore un kit 2x16 Go à 5066 MHz en CL20. Pour encore plus de densité, G-Skill propose même un kit 2x32 Go en DDR4 4600 MHz. Comme vous le savez probablement, les beaux chiffres de finesse de gravure affichés par les fondeurs comme TSMC ne veulent en soi pas dire grand chose. Intel n'a d'ailleurs jamais été très avantagé dans cette course au nanomètre et il se pourrait que la marque change sa dénomination des processus de fabrication pour un peu mieux coller entre guillemets à ce que fait la concurrence.
D'après le vice-président d'ASML, qui fabrique des machines pour les fonderies, le futur 7 nanomètres d'Intel pourrait d'ailleurs correspondre aux 5 nanomètres de TSMC et Samsung. A voir ce que va décider Intel dans les prochaines années, mais pas sûr que ça suffise pour rattraper l'avance de TSMC qui va débarquer avec du 4 voire 3 nanomètres quand Intel fera du volume sur le 7 nanomètres. Après Gigabyte et sa Tachyon, ASRock veut aussi revenir sur le marché des cartes mères dédiées à l'overclocking. Ils reviennent avec une Z590 OC Formula, gamme qu'on n'avait plus vue depuis le chipset Z170. Au menu, des boutons dédiés à l'OC, une grosse phase d'alimentation, ou encore 2 slots de DDR4 pour faciliter l'OC de la RAM. A voir ce que ça donnera en pratique et si le thème vert et noir plaira. On termine avec Intel sur de la carte graphique, avec la carte DG1 dont on avait déjà parlé ici. Celle-ci avait été lancée discrètement par Intel en janvier 2020 pour permettre aux acteurs du marché de se faire les dents sur l'architecture XE d'Intel. On savait pas vraiment ce que donnait la carte en pratique jusqu'à maintenant. Un test a été partagé et place cette carte en dessous d'une RX 550 d'AMD. Ce qui n'est pas surprenant car cette carte n'était pas destinée à de la haute performance. On sait d'ailleurs qu'Intel travaille désormais sur sa famille DG2 basée sur l'architecture XE HPG, High Power Gaming, conçue pour le gaming justement. Les dernières spéculations sur le sujet évoquent toujours une sortie pour la fin de cette année, donc à suivre. On passe à AMD avec des nouvelles informations sur les prochains APU Ryzen 5000. La fuite dénichée sur Twitter par Momo US nous permet de découvrir 3 modèles, le Ryzen 7 5700G, le Ryzen 5 5600G et le Ryzen 3 5300G qui ont 8, 6 et 4 cœurs respectivement. Les 3 APU partagent tous le même TDP de 65 watts et il reste maintenant à connaître les détails sur la partie graphique intégrée, même si sans surprise on devrait avoir du Radeon Vega 8, Vega 7 et Vega 6. Si ces processeurs sont mis en vente pour les particuliers et pas uniquement pour les OEM comme les APU Ryzen 4000, cela pourrait être intéressant pour monter un PC sans carte graphique dédiée, pour ensuite upgrade plus tard quand la situation sera meilleure. On revient à ASRock qui continue dans sa lancée de produits dédiés à l'overclocking avec une carte graphique AMD. En effet, ils ont teasé une RX 6900 XT avec un gros système de refroidissement équipé de 3 ventilateurs. La phase d'alimentation semble assez solide avec 3 connecteurs PCI Express 8 pins, rien que ça. A voir ce qu'elle donnera en pratique et si elle tiendra ses promesses sur la partie OC. On termine avec Nvidia et on parlait la semaine dernière de l'arrivée prochaine du Resizable Bar sur toutes les RTX 30 et c'est désormais officiel, le support a été ajouté avec les derniers pilotes. Si vous avez une Founders, il faudra aussi télécharger un outil spécial depuis le site Nvidia pour flasher le VBIOS. Pour les cartes custom, les fabricants proposent généralement aussi des outils permettant de flash votre carte pour supporter cette fonctionnalité. Pour ceux qui veulent faire du PC compact, bonne nouvelle, Asus a annoncé une RTX 3060 Phoenix, parfaite pour les PC mini ITX. Elle est équipée d'un seul ventilateur et fait seulement 17,7 cm de long avec 2,5 slots d'épaisseur. On n'a évidemment pas d'infos précises sur la dispo ni sur le prix. Les rumeurs sur la 3080 Ti continuent et prennent de plus en plus d'épaisseur. Pour rappel, la carte pourrait débarquer vers la mi-mai et se placer entre la 3080 et la 3090. Grâce à une fuite reprise par Videocards, on a pu découvrir que Gigabyte a transféré au bureau de la CEE sa liste de produits enregistrés. Sur cette liste, on trouve la confirmation que Gigabyte planifie de lancer près de 12 références de 3080 Ti avec 12 Go de mémoire vidéo. Ce document transmis aux autorités de validation semble aussi confirmer un lancement imminent. On termine avec un petit instant crypto-monnaie. Coindesk a révélé que Hut 8 a acheté un bon gros paquet de cartes CMP à Nvidia. Pour rappel, ces cartes CMP sont dédiées au minage de crypto et n'ont pas de sortie vidéo. Hut 8 prévoit une livraison courant mai pour ajouter 1600 GH de puissance de calcul. Les sources ne révèlent par contre pas les références précises de CMP livrées par Nvidia. Voilà qui conclut ce Fast Pass, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'overclocking.com pour ne pas rater les prochains épisodes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité.